Bonjour Iliana. Bonjour. Alors comme vous avez accepté dans cette interview à mon tour de vous poser une question, car je sais que vous aimez bien poser des questions aux autres. Alors vous êtes rennaise, c'est ça? Vous avez vécu à Rennes? J'ai vécu à Rennes le temps de faire mon lycée ici, j'étais à Bréquigny. Mais c'était juste une petite phase dans ma vie, sinon je suis plutôt parisienne. Vous êtes parisienne, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de lieux d'origine, parce que vous Ouais, c'est ça. avez des origines roumaines, vous avez des origines aussi latino. Alors racontez-nous tout. Ouais, c'est ça. Ma mère, je suis d'origine roumaine par ma mère, un peu colombienne par mon père, mais c'est un peu plus lointain. Et voilà, sinon je suis née à Paris, j'ai vécu toute ma vie sauf ces 3 années à Rennes là-bas. Mais c'est vrai qu'à force de voyages, de séjours quand même un petit peu long en Roumanie, voilà, je dis que je suis parisienne s'il faut absolument que je dise quelque chose. Mais en réalité, c'est plus complexe. Vous êtes une citoyenne du monde. Ah, je sais pas, j'aime pas trop non plus ce terme. Enfin, je trouve que tout le monde n'a pas le loisir de l'utiliser et tout ça, Ouais. mais En tout cas, vos racines expliquent votre choix de partir en Colombie, en partir en Amérique du Sud ou pas? c'était ma bonne excuse, ouais. En Ouais. fait, j'avais rencontré quelqu'un qui Ouais. était chilien, mais je voulais pas vraiment assumer d'aller pour lui. Donc, je m'étais dit, bon, il doit bien y avoir autre chose qui peut me rattacher à ce continent. C'est mes origines colombiennes, donc je suis allée finalement en Colombie d'abord. Car vous Voilà. avez un grand-père ou arrière-grand-père qui était président de Colombie, c'est ça, c'est extra. Ouais, c'était un arrière-arrière-grand-père, je crois, ouais. Début du XXe siècle, Mhm. j'ai tout vérifié. Et voilà, c'est ça. Alors Bien commençons informé. par ce titre un petit peu intriguant. Alors c'est une traduction littérale, mais vous avez vite, vous allez nous expliquer le stop, mais pas le stop là-bas. Alors qu'est-ce que raconte ce titre? Alors, aller avec la chance, c'est une traduction un peu intuitive d'une expression qui sert à dire faire du stop dans le nord de la Colombie, parce que dans tout le reste de l'Amérique du Sud, on dit, enfin en tout cas de l'Amérique du Sud hispanophone, on dit aller en doigt, ir a dedo, et sauf que dans le nord de la Colombie, on dit ir con el chance, donc ça veut pas dire grand-chose, enfin en dehors de cette expression, mais voilà, une traduction intuitive, c'était aller avec la chance, et ça m'a bien plu, j'ai trouvé ça joli. Après, c'est vrai que je parle plus de la chance comme pour vouloir dire hasard. Et c'est vraiment quelque chose vraiment une des choses que j'ai tirées de cette expérience et que j'ai essayé de mettre en avant dans ce livre, l'idée de laisser plus de place au hasard parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose de porteur de plein de potentiel. Mais voilà, plus le hasard que la chance en mode la bonne étoile et j'ai juste eu de la chance et il aurait pu m'arriver quelque Mais chose en fait. il faut quand même un petit peu de chance parce que c'est quand même audacieux de traverser l'Amérique du Sud et notamment la Colombie avec les cartels qui sont quand même réputés pour des endroits pas spécialement les plus sécurs du monde. Donc quelle drôle d'idée d'aller faire de l'autostop là-bas. Et vous allez nous dire que bien au contraire, c'est ça? C'est ça. Bah, alors, je pense qu'effectivement, il faut peut-être un peu de chance, mais je ne sais pas dans quelle proportion. Je pense que la chance ne fait pas tout non plus. Mais, et puis aussi, mais c'est ça, j'ai aussi essayé de lutter un peu contre ces clichés. Déjà, la Colombie, c'est un pays qui a beaucoup évolué ces dernières années et dans lesquels il continue à y avoir un peu des trafics et tout ça, mais c'est quand même beaucoup plus sécurisé. C'est un pays qui a beaucoup développé le tourisme. Donc bon, ça a des aspects positifs et des aspects négatifs, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas rester sur ces idées d'il y a, je sais pas, 10, 15 ans. Et puis, voilà, croire un peu à tous ces dangers qui nous guetteraient, alors qu'en fait, le danger, c'est toujours un peu relatif. Selon qui on est en tant que touriste, ça Et va, quoi. puis on peut aider à le co-construire, le danger, et aussi justement Voilà. à le mettre un peu à distance, c'est Voilà, c'est ça. ça. Et en réalité, bon, je sais pas s'il m'a fallu du courage ou pas, mais dans les faits, il m'est arrivé. Enfin, la pire chose qui me soit arrivée, c'était en France, c'était pas là-bas. Et aussi par rapport au stop, on pense quand il s'agit d'une autostoppeuse, Ouais, on pense tout de suite aux violences sexuelles bien en fait. sûr, bien sûr. Et faut pas non plus oublier qu'elles se produisent quand même beaucoup plus dans le cadre intime que en stop avec des méchants Colombiens. Alors c'est vrai, on va jeter un voile pudique sur la première partie où vous racontez justement un monsieur, c'est vraiment très inélégant, mais il y a quand même là une jeune fille que vous rencontrez qui a subi quelques outrages un peu Ouais, détestables. elle a Hmm. subi elle a subi des outrages, des situations Hmm. violentes, oppressantes. Moi aussi, en fait, même si j'y attache, enfin, même si je reste moins figée sur cet aspect-là. Mais finalement, je me suis rendu compte, c'est vraiment un passage que j'ai écrit, auquel vous faites référence, que voilà, j'ai écrit un peu en mettant en avant tout ce qui lui était arrivé. Et je me suis rendu compte récemment
que c'était une façon assez orientée de voir les choses et qu'en fait, on pouvait aussi voir qu'elle s'était défendue. Et que c'était une Allemande qu'au lieu de prendre le premier avion au premier obstacle qui s'est dressé sur sa route, elle a décidé de continuer à voyager. Et puis quand elle me raconte tout ce qui lui est arrivé, je dis par exemple qu'on l'a presque violée, donc en fait on l'a agressée sexuellement, c'est pas allé jusqu'au viol, mais donc ça veut bien dire qu'elle s'est défendue. Et puis elle m'a raconté quelques épisodes, mais il y en a probablement d'autres qu'elle a réussi à éviter. Donc je me suis dit qu'en fait, au lieu de montrer cet aspect-là, on pouvait montrer aussi comment elle s'est défendue, comment elle a persévéré, comment elle m'a donné des conseils aussi pour que moi, ça m'arrive moins, si possible, enrichi de son expérience. Vous avez une grande qualité pragmatique et diplomatique pour échapper aussi à ce genre de situation, mais je vais revenir sur ce point un peu plus tard. En tout cas, pour les téléspectateurs, bien comprendre que finalement, votre récit dresse une succession de petits portraits de personnes que vous avez rencontrées lors de votre périple qui allait de la Colombie jusqu'en Patagonie, jusqu'à Santiago, pour être exact. Combien de personnes avez-vous rencontrées ? Je ne sais pas, un peu plus au sud que Santiago en réalité, jusqu'à la limite avec la Patagonie, mais combien de personnes je ne sais pas, j'ai jamais compté. Moi qui aime bien les maths, qui fait plein de jeux un peu statistiques dans le livre, c'est pas un exercice auquel je me suis adonné de les compter. En tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre ouvrage, c'est le ton qui était à la fois sincère, frais et incisif. Il y avait quelque chose d'un petit peu, peut-être pas encore complètement d'une écrivain chevronné dans le style, mais il y avait quelque chose qui perçait à travers tous vos mots d'une sincérité qui est vive, qui était très agréable. Je vais continuer avec une autre question. Vous accompagnez la première partie de votre récit par un étonnant indice de méchanceté. Pouvez-vous nous le présenter ? Voilà, c'est vrai que ça pourrait remplacer les indices de développement. Oui, tout ça. c'est ça. Je pourrais suggérer ça à des géographes si j'en croise. C'était un peu un outil un peu ludique et qui me permettait d'utiliser mes capacités d'étudiante encore en maths à l'époque. Ouais, j'ai arrêté, mais depuis, mais voilà. Et qui a émergé comme idée en partant du gouffre que je voyais entre la pratique de l'autostop et ma pratique à moi et les discours innombrables et qui véhiculaient essentiellement de la peur que j'entendais dessus, des deux côtés de l'Atlantique, là-bas et de la part de mes proches restés ici. Tout le monde me disait que c'était dangereux, que j'étais folle, et même les gens qui s'arrêtaient pour moi, quoi. Donc eux-mêmes étaient en train d'être sympas avec moi, de m'aider, mais ils projetaient en même temps sur leurs compatriotes, sur leur entourage, une vision vraiment assez pessimiste, quoi. Alors au final, en termes statistiques, on arrive, je crois, à 25%, c'est ça ? C'est ça. Du coup, voilà, je leur demandais à combien, un peu pour mettre le doigt là où il me semblait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je leur demandais à combien ils estimaient le pourcentage de gens mal intentionnés, plus que délinquants, autour d'eux. Et voilà, j'ai fait une moyenne. Au final, il doit y avoir une dizaine de pourcentages. Après, j'ai arrêté de poser cette question. Et on arrive, en ajoutant mon pourcentage à moi de 1%, on arrive à 25,25. C'est élevé, mais au moins c'est esthétique. Vous êtes une incorrigible optimiste. Voilà, c'est ça, on peut résumer comme ça. Dans ce cadre-là, toujours page 56, vous avez une remarque et une petite réflexion autour de l'intuition, le bouclier. En fait, finalement, la question qu'on peut vous poser, c'est comment on se prémunit du mal, de l'action mauvaise de certains de nos congénères qui sont mal intentionnés quand on est dans une posture non pas de fragilité, mais en tout cas où on est seul. On est vulnérable, aussi bien voilà, aux bonnes choses qu'aux mauvaises. Quoi. Et voilà, on est vulnérable. Donc, l'effet très positif, c'est d'être beaucoup plus ouvert à recevoir le monde, mais en même temps, on est plus exposé. Alors, quelle diplomatie, quel subterfuge, quel bouclier créez-vous pour éviter que le mal survienne ? Ouais, quel dommage, je ne vais pas vous donner une recette parce que je pense qu'il n'y en a pas et que c'est vraiment très personnel. Moi, j'ai eu l'impression, enfin je l'ai toujours, mais d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais je sais que c'est peut-être aussi au détriment de ma façon de profiter des situations. En fait, j'en sais rien. Et peut-être qu'un jour, ça va pas marcher et il va m'arriver quelque chose de grave aussi, j'en sais rien. Mais donc, il n'y a pas de recette universelle. Et voilà, mais c'est vrai que je voulais souligner l'idée que je pense que malgré toutes les violences qu'on peut subir, notamment en tant que femme, qui sont complètement injustes, contre lesquelles il faut lutter, il ne faut pas non plus croire qu'on est impuissante. Et on peut toutes développer nos propres stratégies. Il y en a qui sont peut-être un peu universelles quand même. Et après, il y a ce qui est plus personnel, selon ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. Et je ne sais pas si ça rentre vraiment dans une stratégie, mais pour moi, oui. Quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, c'était de ne pas éviter les sujets, de ne pas me protéger comme ça. Par exemple, si on me demandait « Ah, mais est-ce que tu as un copain ?»
j'avais pas envie de dire oui, alors que c'était pas la réalité exacte, juste pour dire je suis en fait indisponible, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, ma disponibilité dépend pas vraiment enfin, ça serait un peu comme dire que j'appartenais à quelqu'un si je disais oui, j'ai pas du tout envie de dire ça. Et alors que la réalité était beaucoup plus complexe, je préférais l'aborder et avoir des discussions étonnantes avec des camionneurs de 50 ans sur le couple libre quand on est pendant 10 mois à distance, des choses comme ça. Parce que vous forcez la rencontre, pardon, mais vous forcez aussi finalement parfois un peu le combat des idées, le combat des humeurs, des caractères. On sent que vous êtes décidé. Ouais. On sent que si quelque chose est un potentiel de crainte, vous y allez quand même précisément. Ouais. Mais c'est vrai qu'en stop, il y a cette ouverture. On ne s'attend pas à devenir amis avec les gens qu'on rencontre parce qu'on sait qu'ils sont très différents. Donc c'est bien. Ça crée du lien avec des gens très différents de nous. Mais en même temps, il y a toujours la très forte probabilité de tomber sur des gens avec lesquels on est en fort désaccord, qui peuvent avoir des opinions qui nous choquent, des comportements qui nous choquent, qui nous oppressent, que sais-je. Et du coup, voilà, c'était mon choix pour pas juste être gênée et entendre quelqu'un me dire un truc raciste ou me dire un truc sexiste ou quoi. Aller vraiment parler des sujets parce que sinon on fait pas. Enfin, je pense que sinon on perd vite son plaisir, quoi. Alors, Iliana Holguin-Teodorescu, avant de passer à la seconde partie de cet entretien, comme votre parole est d'or, car elle est à la fois âpre, vive et sautillante, nous aimerions vous écouter lire un passage de Aller avec la chance, pardon. Ok. Alors voilà, je peux dire, pour introduire un peu ce passage que je vais prendre en cours, que j'étais avec un homme qui du coup était très vénal, très intéressé par l'argent. Il ne comprenait pas que je parte faire du stop pendant 1 an, enfin voyager, alors que ça allait m'empêcher de gagner de l'argent pendant 1 an de ma vie. Ça le dépassait. Donc on a fait une pause sur une aire d'autoroute. En repartant, il me confie rêver d'acquérir une caravane et j'interprète à tort qu'il souhaiterait partir en vacances avec. En fait, il est plus intéressé par le lit, qui lui éviterait bien des frais d'hôtellerie pendant les chantiers que par ce genre de frivolité. Je conclus dans ma tête, tant mieux si cette vie le rend heureux, parce qu'avec 6 enfants de 4 femmes différentes, ça fait beaucoup de bouches à nourrir. En descendant, je me rappelle, un des buts auxquels répond ce voyage est d'apprendre à donner seul un sens à mes journées, à mes semaines, hors des obligations induites par les parents, les professeurs, les patrons, éprouver ce qu'il reste de moi dans une vie sans nulle contrainte. Mais comme souvent, quand les arguments pertinents ou répliques cinglantes nous viennent à l'esprit, il est déjà trop tard. Merci Iliana. Quelques questions pour terminer cet entretien. La première, c'est que votre livre est une expérience et un jugement sur vous-même et aussi une démonstration de votre grande capacité à tirer de l'information des autres. En tout cas, c'est mon avis. Vous êtes un peu parfois une espionne et je crois même que vous employez une fois le terme d'espionne qui vous va bien parce que vous tentez de comprendre le fonctionnement notamment des hommes et de leurs désirs dans une posture et sous un jour nouveau. C'est bien ça ? Je ne l'ai jamais formulé comme ça. Enfin, c'est évidemment le désir des hommes est quelque chose qui s'est un peu incrusté dans mon voyage. C'est certain. De façon plutôt indésirable. C'est ça. Donc, je ne me suis pas dit... non, je ne cherchais pas à le comprendre parce que je sais à peu près d'où il vient. Enfin, je sais que c'est comme ça qu'on les éduque et qu'on nous éduque aussi à le supporter et à le prendre pour acquis. Je dis ça, je vais vous interrompre, mais à un moment, vers la fin, vous avez un échange avec un Indien qui veut coucher avec vous et vous l'expliquez, mais mon petit vieux, t'imagines que toi, tu arrives chez moi, que les femmes sont là ? Ouais. En fait, c'est un Wayuu, c'est un peuple originaire du nord de la Colombie que je raconte à la fin, parce qu'en fait, je raconte que ce qui se passe en stop, mais parfois, je fais des petites digressions si ça permet de rebondir sur quelque chose. Donc là, je raconte ce moment qui ne s'est pas passé en stop, mais comme ça, en Colombie, en dehors du stop, quoi. Avec ce type qui, du coup, après m'avoir emmené en promenade, quoi, parce qu'on s'était rencontrés comme ça, me propose en fait de coucher avec lui et met en avant, alors qu'il avait 40 ans et plein d'enfants avec qui j'avais déjà passé beaucoup de temps aussi, il me propose de coucher avec lui en mettant en avant le fait que ça pourrait être classe pour moi de pouvoir revendiquer d'avoir déjà couché avec un Wayuu. C'est pas mal, hein, c'est original, ça m'a du coup plus fait marrer qu'autre chose, mais c'est vrai que
Voilà, je lui ai dit, imagine, enfin, c'était peut-être un peu naïf parce que je pense qu'on peut pas convaincre les gens comme ça. Enfin, si seulement c'était si, Ouais. ça serait trop beau. L'effet Tout- miroir ne fonctionne pas Ouais, tous toujours. les Ouais. hommes Ouais, arrêteraient ouais, direct de draguer ouais, de façon lourde et insistante et tout ça. ouais. Mais voilà, j'ai essayé de lui dire l'inverse. Imagine, t'arrives là dans un pays étranger et puis il y a toutes ces meufs qui n'ont jamais vu un mec aux cheveux noirs et au teint un peu hâlé et qui essayent juste de te sauter dessus à tous les coins de rue, quoi. Mais ouais, je pense que c'était naïf Mais cette comme perspective comparaison. l'intéressait au contraire. Ouais, je pense que lui, Ouais. il aurait juste kiffé. Alors, question, lui fait-il partie des 1% ou pas? Des 1%, non. Non. Non, parce que en fait, c'est ça, le stop, ça pousse aussi à aller au-delà de toutes ces critiques qu'on peut émettre, qui sont en fait des critiques sociales sur le sexisme, le racisme et tous les autres. Et c'est des choses qui nous traversent tous. Et à ce moment-là, si ça suffit à qualifier quelqu'un de personne dangereuse ou mauvaise ou Ouais, quoi, bah, 99%, on est ouais. tous dedans, Ouais, quoi. ouais, c'est clair. Donc non, pour moi, c'est pas, ça Et rentre pas. Iliana, aller avec la chance, c'est aussi une sorte de test et de plaidoyer en faveur de l'aide, de la nécessité bienfaisante, tout autant pour celui qui la donne que pour celui qui la reçoit. Ouais, c'est vraiment ce que j'en retiens Ouais. le plus aujourd'hui. Voilà, de mettre en avant une autre façon de vivre qui, pour moi, d'ailleurs, enfin, peut se relier à plein d'autres revendications, à une autre vision du monde, notamment dans une perspective écologique, mais un monde là où aussi, là où on aurait plus de temps. Ça rejoint aussi Bien d'autres sûr. thématiques actuelles, mais le temps de la rencontre, le temps aussi de relations non marchandes là où on peut s'entraider sans que ça fasse partie d'un système marchand, d'une plateforme ou de je sais pas quoi. Parce Ouais, ça. que c'est un moment idéal, si j'ai bien compris, pour, je vous cite, éprouver ce qu'il reste de moi dans une vie sans nulle contrainte. C'est ça. Alors ça, c'est plutôt, je pense, du point de vue de la construction personnelle. Ouais. Je pense c'est vrai qu'on passe vraiment de l'autorité d'une personne à l'autre pour la plupart d'entre nous qui passons de l'école au patron et enfin, au salariat et tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit qu'en fait, dans cette société, on n'a pas trop la place d'éprouver ça. Vraiment, je me suis dit, ah, mais c'est fou là, je suis en voyage sans perspective de retour fixe. Et il y a juste une vaste étendue de temps comme ça devant moi dont je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je vais faire quand, à quel moment ça va s'arrêter. Et c'était vraiment un sentiment d'exister pleinement par soi-même, sans objectif fixé par quelqu'un d'autre pour sa journée, pour sa semaine, pour son mois. Ouais. Et que croyez-vous que votre ouvrage apporte au lecteur? Parce que vous jouez aussi au lecteur, parce qu'on découvre dans la deuxième partie de l'ouvrage que vous lui aviez caché des informations que vous révélez peu à peu, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est vrai que je m'adresse un petit peu au lecteur. Je sais pas je me suis pas vraiment beaucoup posé cette question. Qu'est-ce que ça lui apporte? Bah, j'espère en fait, ouais, enfin, déjà casser enfin, battre en brèche certaines idées de peur de l'autre, aussi des idées vis-à-vis, enfin, relatives au comportement des femmes, de ce qu'on devrait faire ou pas pour notre bien ou pour d'autres raisons. Et puis aussi, ouais, principalement ce truc de l'aide, parce que je pense que c'est une notion qui a été un peu contaminée par une vision un peu honteuse, par l'idée de... En gros, on associe un peu l'aide à la charité et du coup à la misère. Et la plupart des gens qui ont besoin d'aide, je pense que s'ils pouvaient ne plus avoir besoin d'aide, bah, ils s'en porteraient bien mieux. Certainement, Et oui. du coup, je trouve ça dommage que d'un côté, qu'il y ait des gens qui aient tellement besoin d'aide que ça en devienne un peu aliénant pour eux, quoi, que ce soit une vraie dépendance. Et en même temps que l'aide sorte pas de ce contexte-là, quoi, que ce soit pas quelque chose qu'on a plaisir à donner et à recevoir, alors que je pense que c'est vraiment quelque chose de profondément humain, sans quoi on pourrait pas vivre, en fait, sans aide. Tout seul, je le dis un moment, je crois qu'on est bon à rien. Et que maintenant, aujourd'hui, on a un peu l'illusion, parce qu'on a plein de machines, on a l'illusion de l'autonomie complète, alors que je crois qu'un humain de base, tout seul dans la nature, ça sert à rien, quoi. Alors, riche de ce voyage au bout de la Patagonie, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez écrire quelque chose? C'est quoi vos projets d'écriture, pardon? Vaste question. C'est dur, le deuxième roman, c'est pas un mythe. J'ai commencé à écrire un autre livre qui se passe pas du tout dans un voyage, qui peut-être a aussi à cœur de porter un peu des valeurs politiques comme ça. Enfin, des valeurs qui montreraient un peu un autre monde possible, sans être dans la revendication politique comme ça aussi évidente. Mais là, j'ai un peu laissé de côté parce que je dois aussi finir mes études. Là, j'ai repris des études en sociologie et là, je suis en train de finir une licence. Et aussi, ce livre a donné le jour à une lecture-spectacle dans laquelle je joue aussi de l'accordéon et accompagnée par un autre lecteur et guitariste. Donc là, on va finir, on la tourne déjà depuis 2-3 ans. Là, on va finir en fin d'année. Et donc, c'est beaucoup de travail, la diffusion,
tout le travail autour de ça. Et je pense qu'ensuite, je pourrais me consacrer à continuer l'écriture, mais on verra. Voilà, j'ai eu un livre qui a fait de moi une écrivaine. On verra dans la suite qu'est-ce que je ferai et qu'est-ce que ça fera de moi. Alors, on va conclure sur la parole d'une jeune écrivain prometteuse, c'est-à-dire vous-même. Le réel vécu dépasse toujours les statistiques. Merci, Iliana. Merci à vous.